L'émission spéciale Valentino Rossi, votre cadeau de Noël, ça se passe ici chez April Moto comme la semaine dernière et on sera en présence de Michel Turco qui a écrit ce superbe livre sur la légende italienne. Des images exclusives tournées orange, des révélations sur le pilote italien et puis la présence de Johann Zarco qui nous a fait le plaisir de dédicacer ce livre que vous pourrez gagner au cours de l'émission. N'en ratez pas une miette, c'est maintenant. Nous sommes comme la semaine dernière chez April Moto pour une émission spéciale Valentino Rossi. On écoutera tout à l'heure Johann Zarco qui nous parlera de l'idole Valentino Rossi pour un livre dont il a signé la préface, ici même, Valentino Rossi. Et ce livre, on a l'auteur qui est avec nous. Bonjour Michel. Salut David. Donc Michel Turco était le seul journaliste à être invité au Motor Ranch pour la course organisée par Valentino Rossi. Le seul journaliste français. Nous étions 5. Voilà, le seul journaliste français. Donc Michel, tu nous feras une petite dédicace et on fera gagner ce livre après. On va demander aussi à Johann de dédicacer ce livre. Et puis on vous le fera gagner. Le meilleur commentaire à la suite de l'émission gagnera ce livre. Avec nous également Eric Sélis, comme chaque semaine. Bonjour Eric. Salut David, bonjour Michel. Et Fred Louit qui est avec nous. Bonjour Fred. Bonjour. Donc Fred, tu es sponsorisé par April Moto, d'où ta présence ici chez April Moto à Tours pour une émission, l'émission que vous avez pu voir la semaine dernière. Et Fred, il y a ta moto d'endurance qui est là, c'est une Kawasaki, mais tu es aussi concessionnaire Yamaha. Et Yamaha, c'est la marque de Valentino Rossi, c'était la marque de Johann Zarco. Fred, est-ce que Valentino Rossi est important pour Yamaha, l'image de Yamaha, tu le ressens dans ton magasin à Bordeaux ? Bien sûr, parce que Valentino Rossi, c'est la star de la moto internationale depuis maintenant quelques années. Et c'est vrai que pour une marque comme Yamaha, c'est très important d'avoir le pilote moto numéro 1 au monde. D'accord. Et le flat track, donc on va parler de flat track. Valentino Rossi organise des courses de flat track. Toi, tu m'as dit que tu avais plus en plus de clients qui te commandaient des roues dans des dimensions flat track. Oui, complètement. Maintenant, on a de plus en plus de clients qui roulent en flat track. Dans notre région, déjà, on a beaucoup de pistes dans la région bordelaise. Mais c'est vrai que maintenant, on vend de plus en plus de roues en 19 pouces pour monter sur des motos de flat track. D'accord. Donc, il y a eu cette course. Avec quelle moto ça se pratique, cette course, Michel ? Des 450, beaucoup de Yamaha chez Rossi, puisque le Yamaha est partenaire de Valentino, de son académie. Mais pas que. Non, mais pas que. Non, il y a aussi les KTM et d'autres machines. Le règlement FIM Flat Track, c'est des 450 monocylindres 4 temps. La partie moteur reste de série. Puis après, voilà, on a des roues adaptées, des pneus homologués aussi Flat Track, des suspensions rabaissées. Et puis voilà, c'est finalement assez simple. C'est une super moto équipée pour rouler sur la terre, quoi, uniquement. Et tu me parles de règlement FIM, mais c'est une course officielle? C'est quoi cette course? Le circuit de Rossi est homologué par la FIM. D'ailleurs, cette course, elle est faite dans les règles de l'art, puisque cette année, c'était la 5e édition. Cette année, il y avait les commissaires du circuit de Misano qui étaient là. Il y avait une direction de course, enfin un directeur de course. Donc c'est 100 km, c'est des équipages de 2 pilotes. Qui se relaient tous les 5 tours. Chacun a sa moto, donc le pilote qui s'arrête donne son transpondeur, enfin il y a un mécanicien qui prend le transpondeur qui va le coller sur la moto du pilote qui démarre, et tous les 5 tours on s'arrête. D'accord, donc c'est une course officielle en fait. Oui, enfin c'est une course officielle, elle n'est pas estampillée FIM, mais en tout cas elle répond aux standards et aux règlements de la FIM. Donc cette course a lieu tous les ans maintenant.
Mais elle n'est pas ouverte à tous les journalistes, c'est sur invitation, c'est ça? Elle n'est pas ouverte enfin, en gros, elle est ouverte au... C'est fermé quand même, c'est ouvert mais c'est fermé. Ouais, c'est très fermé, c'est très fermé. C'est ouvert mais c'est fermé. Ouais, c'est très fermé. Si on veut aller voir, il n'y a pas de spectateurs, il n'y a pas... Alors, Rossi demeure la star du MotoGP, mais c'est quelqu'un qui se protège énormément dans tout ce qu'il fait, et c'est quelqu'un qui contrôle tout ce qu'il fait. Donc ce Motoranch, voilà, c'est chez lui, et on ne va pas chez Valentino Rossi comme ça. Donc il y a un petit enclos à côté de Tavoulia, voilà, c'est chez lui, c'est à Tavoulia. Donc les spectateurs, alors tous les samedis, on sait que Rossi est très superstitieux, il a beaucoup de manies, voire des tocs. Donc tous les week-ends, tous les samedis, il s'entraîne avec ses pilotes sur ce circuit. Et on peut voir, il y a un petit enclos à l'entrée du chemin qui descend, parce que il y a je ne sais plus combien d'hectares, 40 hectares je crois, il y a des oliviers, des vignes. C'était un terrain agricole que son père avait acheté. Donc c'est immense. Et tous les samedis, donc il y a des fans hardcore qui sont là, qui attendent Rossi, qui sont garés sur un petit enclos qu'il leur a réservé. Rossi arrive, soulève la barrière. Ouais, c'est un enclos, c'est ça, c'est exactement un enclos. Rossi s'arrête, il signe des autographes, il fait des photos avec eux. Enfin, c'est réglé. C'est réglé comme du papier à musique, comme tout ce que fait Valentino. Et voilà, donc cette course, elle est réservée aux pilotes de l'académie, aux amis, aux copains de la bande à Rossi. Et puis voilà, cette année, pour la première fois, il y a eu 5 journalistes non italiens qui étaient invités, dont j'ai eu la chance de faire partie. Et j'ai encore découvert et appris des choses sur Valentino, quoi. C'était vraiment un moment très fort. C'est cette course-là où il avait invité Marquez aussi? Non, mais alors, je sais plus, non, parce que non, mais ils avaient fait une course ensemble, je dis pas de bêtises, il me semble. Il a effectivement, Marquez a roulé là-bas. Donc après, il y a des courses à l'américaine qui sont sur les 2 anneaux. Là, cette course des 100 km, elle se déroule sur le circuit de 2,5 km. Donc ça monte, ça descend, il y a des virages à droite, à gauche. C'est un vrai circuit, quoi. C'est pas seulement un anneau pour faire du flat track ou du dirt track comme on le fait, comme on a l'idée de ce qu'est le dirt track. D'accord, il y a des courses aussi en France qui s'organisent. Fred, toi, tu as participé à une course du côté de Clermont-Ferrand, la première édition de XF Prestigio, je crois. XF, oui, XF avec Xavier, oui. Ouais, Xavier Chachua qui a organisé ça. Une course, toi, tu es monté spontanément. Ton fils fait du flat track. Il a quoi, 8 ans, c'est ça? Ouais, 7 ans. 7 ans. C'est quelque chose qui monte ou c'est un peu anecdotique? Non, on sent vraiment quelque chose qui monte, une mode qui monte, parce qu'il y a différentes pratiques du flat track. Il y a la personne qui va rouler avec la 450, avec les roues de 19 pouces, vraiment pour la performance pure. Et il y a aussi la personne qui va rouler en se préparant une moto, une jolie moto, et qui va aussi se faire plaisir sur une piste de flat track. Est-ce que tu penses que le fait que Rossi fasse ça, que Marquez fasse ça, avec le Super Prestigio de Barcelone, auquel il a participé, qu'il a gagné face aux Américains, est-ce que tu crois que forcément ça participe à cette tendance qui monte, ou est-ce que ça vient plutôt des constructeurs comme Indian qui commercialisent des motos de série? Non, ça vient vraiment, je pense, de ces pilotes-là, de Valentino Rossi, de Marc Marquez qui pratiquent. Et en fait, ça est en train de vraiment lancer une mode sur le flat track au niveau des pilotes qui maintenant beaucoup s'entraînent aussi, des top pilotes, parce qu'on a des pilotes de chez nous aussi qui s'entraînent, comme Lucas Mayas, comme beaucoup de pilotes qui s'entraînent. Lucas, qui était venu au Super Prestigieux aussi à Barcelone. On relance plutôt une mode qu'on la lance. C'est ce que j'allais dire. Rappelons que les pilotes américains qui ont dominé sur les Grands Prix dans les années 80 et 90 étaient formés au dirt track. Et Nicky Hayden aussi. Oui, tous les pilotes américains, les générations Roberts, Rainey, ont commencé à gagner et à courir en dirt track aux États-Unis. Les Australiens, idem. Stoner a débuté sur des anneaux en terre en Australie. Il y en a dans tous les quartiers. L'avantage de ces circuits, voilà, c'est que c'est pas très cher. Il y en a un peu partout. Enfin, en tout cas en Australie, qui est un pays très rural, les gamins découvrent la moto sur la terre et sur du plat. Et puis je pense que, pour rebondir aussi sur ce que dit Michel et même ce qu'a dit Johan dans la précédente émission, c'est qu'on travaille à pas cher, entre guillemets, parce que déjà, physiquement, on a vu quand même par le passé pas mal de pilotes qui s'étaient mis au cross, qui s'étaient blessés. Oui. Avec les sauts. Avec les sauts, etc. En flat track, il n'y a pas de saut. Et en flat track, il n'y a pas de saut. Et tu travailles quand même, de toute façon, ta gestuelle sur la moto, ton adhérence précaire qui te permet de contrôler. Donc je pense que ça aussi, c'est un vrai travail de fond qui sert avec, entre guillemets, une limite des dégâts. Ouais. Je pense qu'en fait, il y a quelque chose qui est super important en flat track, qu'on n'a peut-être pas encore en motocross pour les pilotes, c'est vraiment la glisse.
et la glisse et la perte de l'avant. On voit Marc Marquez perdre l'avant en flat track, je pense que ça doit vraiment lui apporter en compétition vitesse. Et en motocross, on ne peut pas pratiquer la moto de la même manière, autrement ça devient vraiment dangereux. De toute façon, et donc quand ça décroche, c'est violent, quoi. Ouais, ça décroche et ça peut raccrocher, tandis qu'en flat track, on a tendance, même si ça décroche, si on perd la moto, plus faire une glissade qu'à raccrocher et monter. Alors ce flat track et même ce concept de ranch, Michel, il date pas d'aujourd'hui. Le ranch, c'est Kenny Roberts au départ. Oui, Kenny Roberts à Modesto est effectivement un ranch qui a servi aussi de base pour pas mal de pilotes européens qui partaient l'hiver s'entraîner à l'époque où les hivers, enfin les trêves hivernales étaient assez longues. Parce que j'ai souvenir mes premiers reportages pour Motorvue avec Patrick Curté. On était parti au mois de janvier au début des années 90. Voilà, on allait interviewer les pilotes américains sur leur terre et dans le ranch de Roberts. Ce ranch ensuite il a exporté du côté de Barcelone. On se souvient que Roberts avait monté une école. Avec le soutien de Philippe Maurice, me semble-t-il. Et donc, c'est là que les pilotes espagnols, dans les années 90, sont mis à découvrir la pratique et l'entraînement sur la terre. Et Rossi, lui, il s'entraînait donc dans une carrière désaffectée, à ce qu'ils appelaient la cava, avec les amis de la bande, donc Graziano, Aldo Drughi, son père, son designer, Alberto Tebaldi qui va devenir son manager. Donc il s'entraînait sur cette carrière désaffectée qui était ça n'est fini par devenir dangereux parce qu'il y avait des engins de chantier qui se promenaient un peu partout. Et donc est arrivé ce terrain qui avait été acheté par le père. D'accord, alors ce terrain, on va en reparler dans quelques minutes avec les amis de Valentino Rossi, dont tu vas nous parler, Michel. Mais auparavant, on regarde le Garage Prod. C'est une moto qui a été préparée par la VR46 Academy. C'est un flat track sur base de XJR, de moteur XJR, de moteur 4 cylindres. Donc elle s'appelle la Mia MYA. On regarde ça tout de suite. L'histoire de Valentino Rossi est aujourd'hui étroitement liée à celle de Yamaha. Et puisque le docteur aime faire des ronds en glisse sur la piste en terre de son ranch, on devait s'attendre à ce que sorte une moto de flat track estampillée VR46. Pas de surprise donc sur les touches de jaune que relève le look de cette machine de tout terrain. La surprise vient davantage de l'énorme bloc 4 cylindres refroidi par air, hérité d'une XJR 1300, mais qui revendique sa ressemblance avec la TZ750 que pilotait le King Kenny Roberts en 1975. C'est l'italien Rodolfo Frascoli qui a préparé cette petite merveille pour Valentino lui-même, avec des suspensions haut de gamme Öhlins, à l'avant comme à l'arrière, préparées par Andreani. 4 carburateurs Mikuni BS36 réglés par le spécialiste Pepe Russo, un système de freinage signé Brembo, ajusté par un certain Eugenio Gandolfi. Bref, une histoire italienne qui a démarré autour d'une pizza, de bière évidemment, et soumis à Valentino qui a répondu « Avanti ». La pièce maîtresse de la moto reste cependant le splendide double échappement latéral, signé Akrapovic, et spécialement réalisé pour ce super tracker. Le tout inséré dans un cadre dérivé de celui de la XJR 1300, prolongé par un bras oscillant en aluminium. La bête et son moteur de 1251 cm3 développent plus de 100 chevaux, ce qui devrait satisfaire les besoins de Valentino pour envoyer du gros gaz sur sa piste de terre battue. Un seul disque de frein à l'avant, mais avec un étrier radial Brembo qui assure l'essentiel. On notera aussi le soin apporté à la finition de cette Mia, avec ses feux à LED subtilement intégrés à la plaque avant et secondés par des projecteurs empruntés à la R1. Les splendides roues rayonnées de 19 pouces à l'avant comme à l'arrière, évidemment équipées des pneus de flat track, les leviers et les autres détails signés Rizoma. Une selle de qualité inspirée du modèle Cross YZ450 et des pièces de carénage en fibre de verre peintes par Max Design. De la belle ouvrage pour un exemplaire unique réservé au maître. Qui doit encore régler l'étagement de la boîte de vitesse, car cette merveille qui a fait sensation lors du dernier salon de Milan devrait bel et bien rouler et non pas enchaîner les salons. Et si Valentino ne veut pas prendre le guidon, on se propose bien sûr de le faire pour un essai sans concession bien sûr. C'est l'heure du bike gaming d'Adrien qui est en rapport bien sûr avec Valentino Rossi. Bonjour à tous et bienvenue dans le dernier bike gaming de l'année 2018. Profitons de cette émission entièrement consacrée à Valentino Rossi pour vous rappeler qu'en 2016, un jeu vidéo entier lui était dédié sous le nom de, vous avez deviné, Valentino Rossi, The Game. Cette
été développé par les Italiens de Stone, les mêmes qu'ont développé Moto GP18 que j'ai eu la chance de tester avec Johan Zarco dans le Bike Gaming de l'émission précédente. Ne perdons pas de temps, image du trailer. Si vous cherchez un cadeau complémentaire au livre de Michel Turcot, alors ce jeu doit être sur votre liste. Surtout qu'on peut le trouver aujourd'hui un peu partout à petit prix sur PS4, Xbox et PC. Pour conclure, et au nom de toute l'équipe du Bike Gaming, c'est-à-dire moi, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et vous donne rendez-vous en 2019 pour de nouveaux tests et plein de nouvelles surprises. Et maintenant, on regarde le Technoshop de Valentin. Bonjour à tous, pour ce Technoshop, on va parler d'une marque absolument indissociable de Valentino Rossi, c'est AGV, et ça tombe bien puisqu'ils viennent de sortir un tout nouvel intégral. Si vous avez envie de tâter du circuit en portant fièrement les couleurs du docteur, vous pouvez opter pour le Pista GPR, ni plus ni moins que le casque utilisé par tous les pilotes AGV en Grand Prix. Mais comme tout le monde n'a pas forcément 1500 € à mettre dans un casque, et qu'en plus il y a le risque de visiter fréquemment le bac à gravier, moi je vous conseille plutôt le AGV K1. Avec le K1, le fabricant italien a quasiment inventé un nouveau segment, celui des intégraux racing entrée de gamme. Alors ici, exit la fibre de carbone, mais on a droit à une coque en thermoplastique injectée, forcément un petit peu plus lourde, avec en moyenne 1500 grammes sur la balance, ce qui reste toutefois une valeur plutôt acceptable. Côté look par contre, alors là pas de doute, c'est vraiment très aiguisé, on est dans du pur style AGV, on a même un énorme spoiler à l'arrière du casque, donc il faudra bien ouvrir l'œil pour ne pas le confondre avec le Pista dont on parlait un petit peu plus tôt, surtout qu'il est disponible dans 6 décos VR46. À l'intérieur, le confort et la finition ont été particulièrement soignés, tout comme le champ de vision panoramique. Racing oblige, le K1 est surtout bien ventilé avec 5 rentrées d'air à l'avant et pour répondre aux normes de sécurité les plus drastiques, on trouve un calotin en polystyrène multidensité et une fermeture de boucle type double D. Avec tout ça, on a donc du mal à croire à son tarif puisque le K1 démarre à 179 € en uni et s'affiche à seulement 249 € dans l'une des décorations réplica Rossi. Merci. Maintenant, Eric, tu vas laisser ta place, s'il te plaît, à Johan Zarco, qui va nous rejoindre. Je sais pas, je sais pas. Et qui va nous parler de sa passion, mais aussi de son adversité avec Valentino Rossi. Johan Zarco nous a rejoint. Bonjour, Johan. Salut. Donc, Johan, tu as fait l'honneur à Michel de signer la préface de son livre consacré à Valentino Rossi. Oui, un plaisir, c'est une idole Rossi et donc de pouvoir être sur cette préface et raconter moi ce que je ressens, surtout d'avoir eu cet œil à le voir à la télé et de pouvoir maintenant courir avec. Je pense pour Michel, je pouvais être la bonne personne pour pouvoir raconter ça. Valentino Rossi, c'était d'abord une idole, c'est devenu un adversaire et c'est devenu aussi un adversaire particulièrement coriace puisque tu l'as gêné parce que par tes performances et après lui il t'a pas forcément facilité la tâche. Oui, mais je pense qu'il peut agir sur tous les pilotes comme ça puisque c'est un champion donc il est attentif aux moindres détails. S'il peut prendre une bonne info de quelqu'un, il la prend pour l'appliquer à lui-même et il va éviter de donner de trop bonnes infos. Et quel rêve d'être devenu vraiment un adversaire ou même d'être devenu quelqu'un qui remarque, quelqu'un qui fait attention, donc qui peut se méfier. Et ça, moi je suis content d'avoir ce statut-là, mais il faut oublier le voir comme une idole, puisqu'une fois qu'on se bat avec ou qu'on se bat contre tous les autres pilotes qu'il peut y avoir, il faut vraiment prendre confiance en soi et se dire je vaux autant qu'eux, donc vas-y. Johan, on a beaucoup dit que Valentino t'avait quelque part barré la route d'un guidon officiel chez Yamaha.
qu'est-ce que tu en penses vraiment au fond de toi? Ça sera toujours une manière de penser. Moi, je suis passé loin de cette pensée, peut-être, peut-être pas. Donc voilà, moi je suis heureux en tout cas d'être chez KTM maintenant. À la fin de 2017, le souhait, oui, c'était au moins d'avoir des demandes de Yamaha ou parler avec Yamaha d'une moto officielle. Ça s'est pas fait fin 2017. Comme je dis, de toute façon, et là, ça dépend pas de Valentino, mais même un piano, j'ai pas pu l'avoir chez Yamaha, donc c'est dommage. Mais Tech 3 comme Zarco, pour Yamaha, on dirait que ça comptait pas beaucoup et c'est dommage. Alors, tu as passé 2 ans sur une Yamaha qui était moins bonne en performance, en tout cas au niveau du moteur. Qu'est-ce qui t'a permis de devancer fréquemment aussi bien Rossi que Vinales? Aucune idée, aucune idée. Je me suis pas pris la tête. J'ai tellement eu de plaisir à découvrir cette moto qui était bonne, qui est une moto qui a une base extra saine qui permet pour n'importe quel pilote presque de s'adapter. Et si on sent les qualités de cette moto, alors ça nous permet de se lâcher dans le pilotage. Et moi, le fait d'avoir moins d'expérience, ça m'a permis de me lâcher beaucoup plus que Valentino, me lâcher beaucoup plus que Maverick Viñales. Et ça, ensuite, en 2 ans de temps, ils ont eu le temps de rectifier le tir. De toute façon, ils ont toujours terminé devant moi au classement général. Mais disons, allez, s'ils se prenaient trop la tête techniquement, moi, j'ai pu leur rappeler que à un moment, il ne faut pas trop penser technique, il faut quand même laisser faire et penser à son pilotage. Et ça c'est la compétition, ça pousse tout le monde au max. Et je pense que je les ai poussés un peu dans ce sens-là. Fred, toi, Valentino Rossi et Yamaha, Johan était Yamaha. C'est toi, clair. t'es concessionnaire Yamaha. Est-ce que c'est avec un brin de tristesse que tu as vu Johan partir de chez Yamaha? Ah bien sûr, parce que pour Yamaha, c'était quelque chose de très important, surtout en France, parce qu'il nous apportait une super image au niveau de la marque. Et on nous parlait beaucoup de Johan en concession. Ouais, et plus que de Valentino Rossi, ou c'était comment? Peut-être pas encore plus que Valentino Rossi, mais il en prenait vraiment le pas et c'était vraiment quelque chose de sympa parce qu'on parlait de plus en plus de Johan et un petit peu moins de Valentino et on trouvait ça, nous, en tant que Français, vraiment sympa. Donc Johan, tes 2 années chez Yamaha, il y avait une certaine transparence entre l'équipe officielle et l'équipe Tech 3 au niveau des réglages et de ce que vous pouviez voir les uns des autres. Donc tu as eu le temps d'observer les acquisitions de données de Valentino. Qu'est-ce qui t'a impressionné le plus sur sa façon de faire sur la moto ? Alors là où j'ai beaucoup regardé les acquisitions de données, c'était au début en fait, quand j'ai découvert la catégorie, et que ce soit les données de Valentino ou de Jorge Lorenzo, parce qu'à l'époque c'était début 2017, j'avais plus des références de Lorenzo. Et bien c'était sur une machine extra puissante, quand on est au-delà de 200 km/h, que la moto elle cabre un tout petit peu, ou l'avant en tout cas se déleste. Ils avaient des automatismes comme des ordinateurs de pouvoir compenser ça avec un peu de frein arrière, ou anticiper qu'ils vont avoir la moto qui bouge avant un virage, donc ils relâchent les gaz à un endroit que ça fait pas perdre de temps, mais ça donne juste de la sécurité. Et tous ces automatismes que j'avais pas à cette époque, j'étais impressionné par ça, voir que c'est comme des machines, comme des ordinateurs. Et ensuite, avec le temps, j'ai moins regardé les acquisitions de données parce que j'avais les miennes. Et avec Tech 3, on aimait bien bosser sur ces sensations-là, ce qui a bien fonctionné aussi. J'ai plus appris, on va dire, de Valentino, mais là, encore maintenant, c'est une fois quand il se sent bien, et que c'est Marquez, Pedrosa, Valentino, il y a aussi Sad Viñales, Lorenzo quand il est en forme. Mais c'est le rythme que ces pilotes arrivent à donner du début de la course jusqu'à la fin. On dirait que c'est presque des tours qualifs à chaque tour. Et ça m'a impressionné et j'essaie encore de bosser là-dessus pour monter cette intensité. Johan, tu vas avoir bientôt 29 ans. On dit partir chez KTM, c'est risqué à ce moment de ta carrière parce que la moto n'est pas encore prête. Tu es déjà vieux. Mais quand on voit Rossi finalement, qui a 10 ans de plus que toi, qui est toujours performant, ça redonne de l'espoir à des faux vieux pilotes comme toi. Exactement, ouais, faux vieux parce que oui, je vais avoir 29 ans.
Mais j'ai été champion à 25 ans, donc je me sens tout frais. Ça fait que 4 ans que j'ai eu mon premier titre de champion du monde. Je peux pas être blasé à 28 ou 29 ans comme un pilote qui a été champion à partir de 17 ans. C'est vrai que Marquez a 3 ans de moins que moi, mais on pourrait presque croire qu'il est plus vieux. En tout cas, il a plus d'expérience. Il est champion du monde depuis qu'il a 17 ans. Il a 7 titres. Peut-être qu'à 29 ans, il peut être blasé, mais moi, à 29 ans, pas du tout. Et on voit qu'en moto, être à plus de 300, l'expérience, ça sert. Donc Valentino, qui est l'exception à 39 ans, il en aura 40 et il pense encore à jouer un 10e titre. Mais un Dovizioso, là où il fonctionne le mieux, c'est après ses 30 ans. Donc moi, c'est clair que je me sens en plein dans le bon âge. Et là, en tant qu'homme ou en tant que pilote, la maturité est bonne pour devenir pilote officiel. Pilote officiel KTM, une marque qui a moins d'expérience en MotoGP que les autres. Eh bien, restons motivés parce qu'à un moment, ça va payer. Une dernière question, Johan. On a vu le Motor Ranch de Valentino Rossi. Toi, est-ce que tu rêves de ce genre d'endroit ou est-ce que tu prépares même ce genre d'endroit de flat track? Alors flat track, plutôt même dirt track, puisque donc flat track, pour rappeler à ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, je dirais que c'est une moto comme un super motard sur une piste de sable ou de terre, mais on peut y mettre un frein avant parce qu'on a des virages à droite, à gauche. Le dirt track, c'est vraiment un anneau où on enlève le frein avant et là on fait que de la glisse en tournant qu'à gauche. Ça peut peut-être même se travailler à droite, mais plus difficile parce qu'il y a le frein arrière. Et ce qu'a créé Valentino, ça fait rêver. Mais moi maintenant, avec Laurent, on a le MAS ZF Grand Prix qui a mis du temps à ouvrir, mais ça y est, les homologations arrivent à leur terme. La piste est homologuée, on va pouvoir accueillir du public. Et donc, enfin créer une vraie activité mécanique, pas seulement moto, puisque le karting restera. On a une piste de 1100 mètres pour les super motards, les kartings puissants. Une piste de 600 mètres pour les Piwi, plutôt des kartings de location, ou travailler même pour moi, avec une petite 150 de 12 chevaux, à faire des exercices de constance, de concentration. Je ne sais pas encore quel type d'exercice, mais ça viendra. Et on aimerait bien, là, bientôt créer cet anneau pour avoir cette activité de moto, piste, un peu tout terrain, et ramener du monde grâce à cette notoriété. Tu vas pouvoir t'entraîner pour la prochaine édition des 100 km des champions alors? Ouais, pourquoi pas, mais il faut vraiment arriver très fort aux 100 km des champions pour en fait plutôt mettre la pression à tout le groupe, parce qu'il n'y a pas que Rossi maintenant qui est bon, il y a Morbidelli, il y a Bagnaia, il y a du monde qui est en MotoGP. Pasini aussi qui va très vite sur la Pasini, terre. Ouais. Mais Pasini n'a pas de projet de passer en MotoGP, donc à la limite, c'est pas gênant qu'il aille plus vite que moi. Mais là, si j'y vais, j'arriverai. On peut jamais être sûr de gagner, mais en étant sûr d'être compétitif, parce que ça met le doute aux autres. Ou faut pas leur montrer des points faibles, on va dire. Merci Johan pour ces quelques mots sur Valentino Rossi. Fred, tu restes avec nous à reparler de flat track, puisqu'il y a des pistes vers Bordeaux également. Et toi, tu pratiques, ton fils pratique le flat track, le dirt track. Donc tu restes avec nous. On va revenir avec Eric Sélis. Merci Johan d'être venu. De rien. Merci beaucoup. C'était avec plaisir. Salut. Merci Eric d'être revenu parmi nous, d'avoir repris ta place. Tu as pris la place de Johan Zarco. Ouais, j'aimerais bien. Ouais. Et Fred, on parlait des pistes aux alentours de Bordeaux. Toi, ta concession, Louis Moto, est à Bordeaux. Tout à fait. Et autour de chez toi, tu m'as dit qu'il y avait plusieurs pistes. Il y a quelles pistes? En fait, autour de chez moi, à 1 heure de route environ de Bordeaux, on a Marmande, on a Morizès, on a la piste de l'Aréole, on a plein de pistes vraiment connues en France. Où il y a des différents revêtements? Oui, parce qu'en fait, il y a différentes disciplines. Il y a le grass track donc, qui est sur de l'herbe, et après, on a le speedway qui lui plus sur la terre cendrée. D'accord, de la terre cendrée. Et donc, il y a des compétitions officielles, puisque la FFM a un championnat de grass track. Et donc, il y a des compétiteurs de chez toi. Tu soutiens des pilotes? Oui, je soutiens des pilotes en speedway. Ils sont champions du monde par équipe cette année en 2018, l'équipe de France. Ça a eu lieu à Morizès. Et aussi, on soutient beaucoup de jeunes, en fait, des jeunes qui commencent un petit peu cette discipline. Parce que la France a été championne du monde, d'ailleurs, de grass track cette année. Oui, tout à fait. Donc on a vu les images, on en avait parlé dans Sans Concession. La piste de Rossi est homologuée, tu nous l'as dit Michel, mais au départ c'était pas ça, c'était un délire entre potes.
Au départ, c'est la fameuse cava, donc cette carrière désaffectée, et puis c'est ce terrain, c'est là que Rossi et la bande se disent bon, on va arrêter de prendre des risques sur cet endroit un peu débile où on va rouler le dimanche. Pourquoi pas construire notre terrain de jeu comme l'ont fait les pilotes américains. Roberts, on se rappelle que Rossi, Graziano a couru avec Kenny Roberts. Kevin Schwantz était ami de Graziano, venait quand Valentino était gamin, et Schwantz venait chez eux régulièrement. Donc il y a cette imagerie de la culture américaine et de l'école de la terre et du flat track, elle est là. Donc ils se disent créons notre terrain de jeu, on l'a avec ce terrain agricole que mon père a acheté. Donc là, ils partent avec Simoncelli et Pasini, on est en 2010, avec des motos de cross, ils sont sur ces collines-là, et puis ils imaginent ce qui va devenir cette piste-là. Et puis un an plus tard, malheureusement, Simoncelli va se tuer en Malaisie, et du coup, ce terrain de jeu se fera sans lui, mais c'est aussi ce qui va amener... c'est cette idée d'académie, de bande et de pilote qui sera construite, une idée un peu plus construite que ce que c'était au départ. Et l'académie, c'est pas seulement cette bande de pilotes à Tavoulia, c'est devenu une équipe de course internationale qui a même été championne du monde cette année. Oui, Bagnaia champion du monde en Moto 2, comme l'avait été Morbidelli l'année d'avant. Donc on a 2 titres en Moto 2 avec des pilotes de la VR46 Academy, et cette année en plus avec l'équipe Sky VR46. Donc cette académie, elle est née dans la foulée du ranch. On a parlé de Simoncelli qui s'est tué en 2011. C'était le pilote avec lequel Rossi s'entraînait. C'était le pilote qui lui tenait toujours tête dans ses chevauchées un peu folles dans la cava. Et à cette époque-là, il y a déjà quelques jeunes pilotes italiens qui viennent les voir rouler, qui ont envie de s'entraîner avec eux. Donc Rossi a envie de partager cette passion, il les fait rouler. Et puis à un moment donné, quand le terrain de jeu existe, il se dit mais pourquoi pas se rassembler tous les week-ends, et puis pourquoi pas créer cette académie et faire en sorte que moi j'apporte quelque chose à ces pilotes en leur proposant ce terrain de flat track, mais aussi des motos pour les rouler à Misano, des 600, des cours d'anglais aujourd'hui, de l'entraînement physique avec un préparateur. Donc une école née comme ça. Et ça va même encore plus loin maintenant, puisque chez Yamaha, il y a un programme qui s'appelle la Blue Crew Academy, oui, où ils sélectionnent des jeunes talents, etc., notamment pour rouler en championnat du monde de super sport. Et dans leur accompagnement, donc là qui est un accompagnement par Yamaha Europe, ils vont faire une semaine de stage chez Valentino, justement au ranch, pour rentrer dans ce que vient d'expliquer Michel, qui est à la base pour les pilotes proches de Valentino. Et là, avec les relations qu'il a avec Yamaha, ça se passe aussi pour les pilotes de la Blue Crew Academy. Oui, également pour les pilotes Yamaha qui sont en Asie ou aux États-Unis, avec les Master Camp qu'organise Yamaha. Donc aujourd'hui, il y a un lien fort entre Yamaha et Rossi, et l'infrastructure de Tavoulia, elle est utilisée par d'autres pilotes Yamaha autour du monde. Ce qui concourt au fait que Rossi et Yamaha, c'est devenu une entreprise. Et toi, Michel, tu as pu juger du côté commercial de la VR46 aussi. Oui, alors il y a l'Académie. Avant la VR46 Academy, il y a la VR46 compagnie, on va dire. Ouais, le merchandising. La World Company. Alors, là, faut remonter un petit peu plus loin. On se rappelle dans les années 2005-2006. À cette époque-là, Rossi a un manager qui s'appelle Gibo Badioli, qui conseille à Rossi de s'exiler en Angleterre pour arrêter de payer des impôts. Donc, mauvaise idée. Très mauvaise idée, parce qu'en termes d'image, ça va se retourner contre lui. Rossi est critiqué, comme le sera d'ailleurs après Marquez, avec son envie d'exil aussi fiscal. Donc ça se passe assez mal. Le fisc lui tombe sur le dos, parce que même s'il habite officiellement à Londres, il est toujours fourré à Tavoulia, parce que c'est quand même... ses racines, et vraiment Rossi est très attaché à ses racines. Donc il revient, il se sépare de son manager, et là il prend Alberto, son nouveau manager, qui lui va décider de monter. Ils décident en fait ensemble de monter un business avec les copains du village qui suivent Valentino depuis qu'il est gamin, quoi. Bonne idée là cette fois. Bonne idée. Donc on lance la marque VR46. Donc après, on achète le bar du village, la pizzeria, on monte... En fait, il a son village. Le village est à lui, c'est sûr. Plus sans parler des hôtels à Pesaro, etc., il a bien investi son argent. Vu ce qu'il gagne depuis 20 ans, il a un peu les moyens d'investir. Donc en tout cas, aujourd'hui, VR46, c'est du merchandising. Donc il fabrique tous les vêtements, les goodies, tout ce qu'on peut retrouver, plus
plus, il fabrique ça pour lui, mais aussi pour les autres. Ouais, on se Ouais, rappelle, alors, on se rappelle à exactement. l'époque du clash avec Marquez suite à l'incident de la Malaisie, il avait annoncé qu'il arrêtait de distribuer les produits de Marc Marquez. C'est bien Donc en ça, fait, Michel. il a qui comme pilote? Il fait le Il y a- merchandising de quel pilote? Quartararo, Crutchlow, Rins, Vinales. D'ailleurs, ils sont pas emmerdés avec Vinales là, qui a décidé de passer du 25 au 12. Ah ouais. Il y a des cartons pleins là. Fred, les goodies Rossi, vous en vendez? Vous avez le droit d'en vendre? Comment ça se passe pour les concessionnaires? Alors oui, on a le droit d'en vendre, bien sûr. On passe par le réseau Yamaha pour avoir les goodies Valentino Rossi, Officiel. VR46, voilà. Et puis aussi, on a bien sûr les tenues Yamaha qui arrivent, je crois, aussi de la VR46 maintenant. Et vous êtes comment? Vous êtes en rupture de stock ou ça s'écoule tranquillement? Comment ça Non, se passe? c'est vraiment bien fait. C'est-à-dire qu'il y a toujours du stock, il n'y a pas de souci là-dessus. Ouais. Il gère vraiment bien son business avec des produits qui sont vraiment réactualisés régulièrement. Et Et vous en écoulez? Ça marche? Vraiment, oui, ça marche vraiment bien. D'accord. Alors, enfin, On s'en doutait, mais ouais, c'est bien de le VR46, c'est 80 personnes salariées à plein temps. Enfin, pas les 80 à plein temps, mais c'est 80 personnes qui travaillent pour VR46. Rien que dans les bureaux à Tavoulia, il y C'est aussi à a une Tavoulia, vingtaine de designers donc, qui produisent t-shirts, casquettes, mais aussi stylos, téléphones, enfin tout un tas de choses. Donc ça marche. C'est 20 millions d'euros de chiffre d'affaires VR46, dont 18 rien qu'avec les produits de Valentino. Et Valentino, Et là-dessus, ça va s'ajouter une dizaine de millions de partenariats avec Monster pour des canettes dédiées, avec Oakley pour des lunettes spéciales. Enfin, bon, c'est Ouais, quand même c'est un énorme business aujourd'hui. C'est quoi. aberrant parce que quand tu regardes Monster, par exemple, pour prendre l'exemple de Monster, c'est quand même le seul pilote qui a réussi à avoir une canette à son effigie, mais qui plus est, avec à l'intérieur le liquide jaune. Parce que quand tu regardes une canette. Non, mais sérieux, c'est vrai. Le merchandising, il va jusque-là. La canette Valentino Rossi, quand tu verses le contenu de la canette, c'est jaune dans ton verre. C'est un truc de. Enfin, J'ai pas testé, mais. Non, mais c'est un truc de fou, quoi. Ça démontre un peu Alors, jusqu'où alors, ça va. On voit qu'Eric fréquente des boîtes de nuit quand même. Ouais. Alors, On attend la canette Johan Zarco maintenant. Eric, Michel, pardon, le dernier volet, est-ce que Valentino Rossi, à l'instar de Giacomo Agostini avant lui, il y a eu René aussi, il y a eu Roberts, qui sont devenus team manager en MotoGP, est-ce que c'est dans les projets de Valentino de devenir team manager en MotoGP comme les emblématiques pilotes de la marque Yamaha? Alors on en a beaucoup parlé avant qu'il reconduise son contrat pour les 2 années à venir. On s'est beaucoup dit. On a aussi justifié le passage de Tech 3 chez KTM par le fait que Ça Poncharal libère craignait l'arrivée de Rossi et qu'il prenne en fait le team junior Yamaha. Aujourd'hui, on en parle moins. Il y a une nouvelle équipe Yamaha qui est mise en place, qui a un contrat de 3 ans. Pour en avoir discuté avec Wilco Zielenberg, qui est aujourd'hui team manager de cette nouvelle équipe, lui, il redoute pas du tout que le jour où il arrête, Valentino voudra reprendre cette équipe junior. Lui, il pense que si Rossi décide de monter une équipe MotoGP, enfin de s'occuper d'une équipe MotoGP, comme il fait aujourd'hui déjà en Moto 3, en Moto 2, ça sera l'équipe officielle. Effectivement, c'est ce qui était Agostini, puis Roberts en 500 à l'époque. René aussi avait eu pendant. René également. Mais bon, ceux qui le connaissent bien se disent qu'ils n'imaginent pas. Rossi, on l'a dit, il aime contrôler, il aime avoir le final cut sur tout. Donc on se dit, si le jour où il monte une équipe MotoGP, ça sera pour que ça soit la sienne. Elle sera à ses couleurs, ça ne sera pas l'équipe de Yamaha. Mais s'il fait ça, il n'aura pas des motos d'usine. Donc voilà, la question se pose. Peut-être qu'il ne fera rien d'ailleurs. Il se contentera de continuer à former des gamins et de continuer à fabriquer la relève italienne. Merci Michel, merci pour tout ce témoignage après ce week-end passé au ranch de Valentino Rossi. Merci Fred de nous avoir rejoints. On remercie aussi ton partenaire April Moto de nous avoir accueillis dans ses locaux. Merci Eric. Et puis je voudrais dire juste un mot sur Fred, c'est que lui aussi il n'a pas la VR46 Academy, mais sur son team d'endurance il a passé quand même quelques jeunes talents, dont un certain Perolari qui aujourd'hui est... Loris Baz aussi. Aussi Loris Baz. Donc voilà. Chacun à son niveau, mais Fred a fait pas mal de choses aussi pour les jeunes pilotes. En endurance, Louis Moto signifie quelque chose. Donc oui, Fred, on souhaite prochaine étape, les 24 heures moto. Hein, oui, les 24 heures du Mans là qui arrivent. Tu peux nous annoncer le nom des pilotes ? Oui, on va rester sur quelque chose de stable, c'est-à-dire qu'on va avoir Enzo Boulom, Chris Lich et Kevin Manfredi, un Italien qui est très très rapide. Que connaît sans doute Valentino. On va dire au revoir aussi à Eric Sélis, on va se retrouver nous l'année prochaine, Eric. Eh oui, déjà. Puisque c'est la fin de l'année. On vous remercie évidemment pour cette fidélité, pour
l'audience que vous nous avez permis d'avoir. Et eh bien, Noël est passé, mais vous pouvez acheter le livre écrit par Eric Sélis. Je fais de la concurrence à Michel, je suis désolé. L'excellent bouquin, nos chroniqueurs sont aussi auteurs, hein, l'excellent livre de Michel Turcot. Tu peux Qui a gagné d'ailleurs, hein, n'oubliez pas le concours. Hein. Le livre qui est à gagner, et Michel Turcot ne fait jamais les choses à moitié. C'est le 46 de l'édition, Michel Turcot. Voilà, on arrête là. Il y a beaucoup de bouquins écrits par Michel Turcot en vente dans Puis ça commence à être lourd pour tes petits bras, tout ça. dans tous les points de vente. Et il nous a annoncé en exclusivité qu'il préparait un livre sur Johann Zarco. En tout cas, merci messieurs, merci à tous. On se retrouve en 2019 pour la première émission de Sans Concession. Merci surtout à vous et n'oubliez pas de vous abonner à notre page. Salut à tous.